Bonsoir. Bonjour plutôt. Bienvenue dans RBI. Bienvenue dans RBI, votre talk show. Podcast pour l'instant, étant donné que je n'ai pas de caméra à vous proposer. Mais bienvenue dans ce talk show baseball. Baseball, on va parler de plusieurs choses. Une réunion qui sera hebdomadaire, bien évidemment. RBI pour réunion de baseball intéressante, bien évidemment. On parlera chaque semaine de l'actualité baseball. On en parlera chaque semaine avec un point de vue, bien évidemment, sur la MLB, qui est donc la ligue majeure de baseball, qui semble un peu incontournable. Mais bien évidemment, je mets un point d'orgue à parler de baseball français, qui a besoin de grandement de mise en avant. Mais également d'autres formes de baseball, notamment le baseball international, comme le Japon, la Corée, l'Amérique latine et d'autres. On sait qu'il y a certaines ligues qui s'ouvrent, notamment du côté de l'Inde par exemple, et des pays arabes. On essaiera de couvrir ça un peu et de vous renseigner, de faire des petits débats notamment sur ces sujets-là. On parlera aussi de Minor League, des prospects, notamment avec la draft, les catégories jeunes aussi quand il y en aura, Coupe du Monde, etc. C'est toujours bien de mettre en avant la jeunesse. Aussi baseball universitaire, notamment aux États-Unis parce que c'est le plus connu, mais pourquoi pas faire des sujets sur d'autres, baseball universitaire. L'idée c'est que RBI ça soit une émission où on parle de tout le baseball, du vrai baseball, comme on pourrait dire. Et je pense qu'on est parti. Cette émission, bien évidemment, sera retransmise sur YouTube. Elle est en live sur Twitch toutes les semaines. Et retransmise sur YouTube, normalement, le lendemain ou le soir même. Ça dépendra si je suis assez rapide au montage ou non. On va partir donc dans notre premier sujet. On va partir sur le premier sujet qui nous concerne aujourd'hui, la rubrique phare du jour, qui va être vraiment la preview de la trade deadline. Qu'est-ce que la trade deadline? C'est la limite pour les équipes, limite donnée aux équipes pour faire des échanges de joueurs ou acheter des joueurs pour renforcer leur équipe avant la fin de la saison. C'est-à-dire qu'après, jusqu'à la fin de la saison et l'ouverture de la période des agents libres, entre la trade deadline et le début des agents libres, il n'y a pas d'échange possible de joueurs entre les équipes. C'est donc un moment assez important, notamment où les prétendants au titre vont commencer à acheter des joueurs, pendant que d'autres, prétendants au titre au playoff d'ailleurs, pendant que d'autres équipes plus en phase de reconstruction vont plutôt être vendeuses de nouveau de leur en général de leurs bons joueurs quand même, de leurs joueurs, pas de leurs jeunes joueurs, mais de leurs joueurs qui sont plutôt confirmés et qui auront peut-être des envies d'aller chercher des titres ou d'être plus compétitifs. L'idée pour ces équipes vendeuses, c'est économiser un peu de salaire, toujours, et récupérer des jeunes joueurs qui pourront aider à reconstruire l'équipe pour qu'elle soit compétitive dans le futur. Je vous ai fait un petit tableau pour les acheteurs et les vendeurs, enfin un tableau. Je vous ai listé un peu les acheteurs et les vendeurs de ce qu'on sait, d'après les différentes prises de parole des managers généraux de chaque équipe, ou même les prises de position des équipes de manière générale. On a vraiment pas mal d'acheteurs. Ça s'appelle comme ça, mais il y a énormément d'acheteurs, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui luttent pour une place en playoff, et ça commence vraiment à chaque équipe veut vraiment se démarquer. Voilà, que ce soit dans la ligue américaine Est, division Est, avec 3 équipes, juste les Toronto Blue Jays, les Baltimore Orioles et Tampa Bay Rays, qui sont actuellement ultra dominants dans la ligue. Les Blue Jays commencent à se réveiller, les Orioles et les Rays surdominent la ligue depuis le début. Alors, les plus connaisseurs d'entre vous auront sans doute remarqué que je n'ai mis ni les New York Yankees ni les Boston Red Sox, qui sont actuellement avant-derniers et derniers de cette division. Ils pourraient acheter, mais au vu de leur effectif actuel, est-ce que ça serait la meilleure des idées? C'est pas sûr. En tout cas, je les ai pas mis dans les acheteurs parce qu'ils risquent pas d'être des acheteurs sérieux en tout cas. Ils vont être plus en phase de reconstruction à ce moment-là de l'année, et il se peut qu'ils soient très peu actifs sur cette trade deadline et qu'ils n'aillent pas chercher vraiment de nouveaux joueurs qui ne vendent, ni qu'ils ne vendent ni qu'ils nous achètent.
Les autres équipes en Ligue américaine qui vont chercher à acheter, c'est les Twins, bien évidemment, leader de la Ligue centrale. Pour se renforcer un tout petit peu, les Los Angeles Angels et les Houston Astros, avec bien évidemment les Seattle Mariners et les Texas Rangers. Les Texas Rangers dirigent un peu cette American League West, du coup, oui. Cette American League West, c'est eux qui la lead devant les Astros qui remontent très très fort. On en reparlera après des Astros, mais les Mariners et les Angels qui gardent des chances et qui veulent conclure et qui veulent garder leur chance de comment dire, accéder à ces playoffs, même si les Angels, on verra un peu plus tard, hein, que tout va dépendre d'un de leurs joueurs. Est-ce qu'un de leurs joueurs va être vendu ou pas? On en reparlera après, bien évidemment, quand on donnera les gros noms de cette deadline. Du côté de la National League, les Cincinnati Reds qui achètent pour la première fois depuis très longtemps. Ils commencent à avoir vraiment une équipe solide, poussée par des jeunes joueurs, dont Elly De La Cruz par exemple, qui est vraiment très, très dominant ces derniers mois depuis sa montée en MLB. Les Diamondbacks, pareil, qui ont surpris tout le monde avec un effectif très jeune. Mais un effectif très jeune qui performe, notamment au point de faire peur aux Los Angeles Dodgers, qui sont l'autre équipe que j'ai mis, comment dire, ces acheteurs dans la comment dire, National League West, pareil, hein, toujours. Le système est, pour les non-connaisseurs, le système est un peu spécial, hein. Faudra carrément qu'on fasse un stream où on explique un peu le format pour pouvoir vraiment comprendre, parce que ça va pas être clair pour tout le monde. Mais ouais, les Diamondbacks qui vont pouvoir chercher à aller chercher quelques petites pièces, sans doute un peu d'expérience pour encadrer ce jeune roster, donner un peu voilà, ce clutch factor qui va être nécessaire. Les Dodgers, on verra, hein, on va en parler un peu plus en détail après parce que il y a du chantier à faire. Les Braves, les Atlanta Braves qui font figure de favoris, hein, sont d'ailleurs les... Il me semble que ce sont les leaders tout court, hein, même des deux ligues de la MLB de manière générale en termes de victoire. Un effectif très complet, comme d'habitude, mais qui va vouloir chercher à s'améliorer pour changer. Les Philadelphia Phillies qui vont tenter un push pour les playoffs après leur très mauvais début de saison, hein, les finalistes, les participants à la World Series, les deuxièmes de l'année dernière, cherchent à revenir à leur place un peu. Et deux équipes... Oh, j'ai mis les Braves 2 fois, ça c'est triste quand même. Les Marlins, les Miami Marlins, l'équipe de Miami qui, pareil, achète pour la première fois, réussit à faire une saison correcte, cette fois-ci qui n'est pas décevante, et pour une fois ça change un peu. On a eu l'habitude de les voir assez décevants, et aujourd'hui ils font une bonne saison. Parmi les vendeurs, on a pas mal d'équipes habituelles, même certaines équipes qui peuvent être un peu chocs, qu'on s'attendait pas forcément à voir là. Parmi, on va dire, les classiques, hein, ceux qui sont, en tout cas sur ces dernières années, en permanence vendeurs, on a les Rockies, les de Colorado, qui pareil ont un effectif toujours très, très jeune, mais qui est en reconstruction, on a l'impression depuis pratiquement 5 ans. Les Pirates, qui malgré un début de saison très encourageant, et franchement leur saison est très encourageante, elle est loin d'être ridicule, mais ils sont pas en position d'aller chercher les playoffs. Donc forcément, la question se pose pas, ils vont essayer de vendre. En essayant bien évidemment de garder leurs jeunes joueurs, voir s'ils réussissent à vendre leurs joueurs un peu plus expérimentés. Toujours ça. Les Chicago Cubs qui malgré un recrutement ambitieux, en fait sont un peu au fond du trou. Les autres équipes qui vendent habituellement, on a les Nationals en pleine reconstruction, qui vont chercher toujours à avoir des jeunes joueurs. De quoi reconstruire. Les Athletics, faut-il encore les présenter? L'équipe qui a investi le moins dans son équipe depuis des années. J'espère que le déménagement à Las Vegas va leur faire beaucoup de bien. Les White Sox, toujours décevants. Malgré un effectif qui a l'air d'être solide sur le papier. C'est une équipe qui n'arrive pas à gagner, tout simplement. Les Detroit Tigers et les Royals, pareil, c'est... Les Royals en reconstruction, comme d'habitude. Les Tigers, malgré des recrutements et des joueurs qui pourraient être vraiment très solides dans le futur, en fait, ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à gagner des games. Comment dire, ils ont la loose, je pense, tout simplement. C'est un peu dur à dire, mais je pense qu'ils ont la loose. Les Guardians, qui malgré une saison très intéressante l'année dernière, réussissent pas à recommencer, ne réussissent pas à refaire ce qu'ils ont pu faire l'année dernière. C'est bien dommage parce que c'est une équipe qui a vraiment un bon potentiel. Et
Et quand on parlait d'équipes surprises, il y a les deux équipes très surprises dans les équipes vendeuses. D'abord, les Saint-Louis Cardinals, playoff l'année dernière, Paul Goldschmidt, leur première base, MVP de l'année dernière, une équipe super solide avec un recrutement d'un catcheur extrêmement bon, c'était Wilson Contreras, et qui ont totalement déçu, qui sont derniers. Si je me trompe pas, à l'heure où on parle, ils sont derniers de leur division, il n'y a rien qui va. C'est simple, il n'y a rien qui va pour les Cardinals, et ils vont devoir sans doute commencer à vendre, parce que on le verra, hein, mais on va en reparler un peu de ce qu'ils ont à vendre. Mais la question, c'est est-ce qu'ils vont devoir se séparer de certaines pièces maîtresses de leur effectif pour reprendre tout à zéro. La deuxième équipe, c'est les Mets. L'équipe qui... C'est un peu une blague, les Mets, je trouve. C'est dur à dire hein, comme mot, mais c'est une blague pour moi. On est sur une équipe l'équipe qui dépense le plus dans la ligue depuis ces dernières années. Ça recrute des vétérans, ça recrute des Cy Young, des meilleurs lanceurs, certains des meilleurs frappeurs de la ligue, et c'est pas foutu de mettre un pied devant l'autre. C'est pas foutu de mettre un pied devant l'autre, c'est pas foutu de gagner des games. La question là, d'après les infos qu'on a mises, les Mets seraient plus en position de vendre actuellement. Et je pense qu'il y a vraiment une nécessité Bah c'est simple, de repartir à zéro pour cette équipe. Il faut qu'ils repartent à zéro, ils peuvent plus se permettre d'être dans cette condition où bah en fait ils gagnent pas alors qu'ils dépensent à fond, et ils avaient déçu en playoff l'année dernière. Cette année, c'est même pas sûr qu'ils les atteignent. C'est même pratiquement évident qu'ils les atteindront pas. Donc il serait peut-être temps, il va falloir lâcher des pièces, aller chercher des jeunes joueurs et reconstruire un peu cette équipe sur des bases un peu plus saines, parce que bah dépenser, ça va bien 2 secondes, mais il y a un moment où faut être réaliste, et quand ça marche pas, ça marche pas. On va passer aux gros noms, les gros noms qui sont sur la 7, et notamment un nom, oui, vous le reconnaissez, c'est Shohei Ohtani. Regardons la place des Angels. Aujourd'hui, ils sont 46 victoires, 48 défaites, avant-dernier de leur division. Alors, c'est sûr, hein, pas loin de Seattle, mais ils sont loin. Ils sont 9 games derrière Texas, 6 games derrière Houston. Ils sont très loin du wild card. Ils sont à pratiquement 5 games des premières positions pour avoir une place en playoff. C'est une équipe qui, quand on regarde sur le papier, ils ont une équipe de fous, mais ils sont pas foutus de gagner une game. Ils ont des super lanceurs, une attaque formidable, mais dès que le bullpen arrive, bah en fait ils perdent la game, tout simplement. C'est une équipe qui n'arrive pas à gagner, et même s'ils ont peut-être les deux meilleurs joueurs de leur génération, c'est-à-dire Shohei Ohtani dont on va parler, et Mike Trout, on essaye de comprendre, on ne comprend pas pourquoi ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, ça ne fonctionne pas, il y a un truc qui marche pas dans cette équipe, et peut-être un problème au niveau du manager général qui ne gère pas assez bien son équipe, et ça pose problème. Et là, il y a un problème de plus qui arrive pour eux. Shohei Ohtani, leur two-way player, leur lanceur ace, leur meilleur batteur, MVP en 2020, ouais, 2020 et 2021, je crois, qui arrive en fin de contrat à la fin de l'année, qui donc l'année prochaine peut partir libre en free agency. La question c'est, quand Ohtani va partir, qu'est-ce qui va se passer? La question c'est, est-ce qu'ils vont le laisser partir ou est-ce qu'ils vont le vendre pour essayer de récupérer des trucs? Parce que là, les Angels, bon, si on prend mon propre avis, bah jamais ils doivent le laisser partir. Jamais ils doivent le laisser partir libre, ils doivent essayer de récupérer quelque chose contre lui, des jeunes joueurs, des jeunes prospects, de quoi vraiment construire, reconstruire, repartir de zéro pour redevenir compétitif. Il va falloir qu'ils le fassent, et la question c'est, est-ce qu'ils vont essayer d'acheter pour tenter un push malencontré en playoff, et s'ils y arrivent par grand miracle, bah essayer d'être compétitif avant que Shohei Ohtani parte, ou est-ce qu'ils vont prendre la voie de la raison et essayer d'avoir quelque chose à leur place, quoi. Il y a besoin de ces assets. Il y a besoin de ces assets pour reconstruire même dès l'année prochaine, en vrai. Pour essayer de revenir compétitif dès l'année prochaine. Parce qu'on parle de jeunes joueurs tout le temps, en général, hein, de prospects à avoir, mais ils peuvent aussi récupérer des joueurs un peu plus expérimentés, un peu plus établis. Quelques joueurs établis, pas forcément vétérans, hein, mais établis, qui peuvent leur permettre de rester compétitifs dès l'année prochaine.
d'avoir une équipe qui est compétitive, qui ne repart pas pour ne pas repartir de zéro. On a eu pas mal de rumeurs. Au début, c'était les San Diego Padres qui étaient dedans, mais vu leur situation en termes de classement, qui est pas forcément mieux que celle des Angels, on a l'impression qu'ils sont un peu retirés parce que c'était pas forcément rentable. Mais là, l'équipe qui vient sur le devant, et c'est une surprise un peu, hein, c'est les Tampa Bay Rays, premier de la division Est de l'American League, qui sont pas connus pour dépenser énormément d'argent. Ils sont vraiment pas connus pour dépenser énormément d'argent, et on les entend, on entend beaucoup, de plus en plus de rumeurs venant, en fait, qui seraient sur le coup pour essayer de le récupérer. Ce que les Angels demanderaient forcément, c'est beaucoup de prospects, des bons joueurs, etc. Et ça rentrerait un peu dans ce que pourraient rechercher en fait ces Rays, c'est-à-dire un bon gros pitcher et une bonne grosse batte pour tenter le push final sur les playoffs et vraiment finir d'écraser cette saison et aller récupérer un titre qu'ils chassent depuis un certain temps. Est-ce qu'on aura un blockbuster trade? Je sais pas. Je l'espère forcément. Ça serait très sympathique. Ça se ferait bizarre de voir Ohtani dans la tenue des Rays. En tant que supporter des Blue Jays, ça me ferait pas forcément plaisir de me retrouver avec un rival de division qui a peut-être un phénomène, le talent générationnel par excellence. Mais on va voir. Ils sont connus pour dépenser peu. Est-ce qu'ils vont faire une folie sur Ohtani? La réponse, on l'aura sans doute dans les semaines à venir. Hein. Je rappelle que la trade deadline, c'est le 31 août, donc à la fin des vacances, et on verra ce qu'ils vont pouvoir nous sortir. On passe à trois joueurs clés qui me semblent intéressants en cette deadline. 3 joueurs que j'ai vraiment voulu mettre en avant, parce que c'est des joueurs qui devraient être vendus. 2 joueurs des White Sox, 1 joueur des Cubs. Il y en a d'autres, hein, bien évidemment, mais c'est 2 joueurs sur lesquels vraiment, en ce moment, il y a beaucoup les projecteurs vraiment sont mis sur ces 2 joueurs, sur ces 3 joueurs-là. Tout d'abord, c'est Marcus Stroman, qui va lanceur des Cubs. All-Star en 2023, l'une des meilleures saisons qu'il ait jamais fait. Il devient agent libre cet été. La question c'est, les Cubs veulent le vendre, sont prêts à le vendre, et il veut pas re-signer avec les Cubs. Ça a été annoncé, ça a été leak déjà. Quand on a un ERA de 2,88, un WHIP à 1,087, mais des stats extraordinaires, c'est comme on a dit, hein, c'est un All-Star. Marcus Stroman, c'est un joueur vraiment c'est un lanceur qui peut vraiment, s'il y a un push qui peut vraiment, s'il signe dans une équipe qui push pour le titre, aller vraiment stabiliser une bonne rotation et donner des bons innings, très peu de runs, et vraiment, ouais, pour une équipe qui push le titre, c'est vraiment un super candidat. On parle pas mal d'un retour à Toronto. Il a joué 6 ans de 2014 à 2019. Il a d'ailleurs, il me semble qu'il a fini dans le top 3 du Cy Young en étant justement à Toronto. Mais bon, d'autres gros budgets pourraient aussi être intéressés, forcément. Les rumeurs viennent un peu partout. Gros budget, de toute façon, c'est le MVP du classique, du World Baseball Classic 2019, et forcément est un lanceur extrêmement bon, et je pense que nombreux seraient les équipes qui voudraient acquérir un joueur comme lui, notamment s'il cherchait un push pour le titre. Que ce soit les Dodgers, les Rangers ou d'autres équipes pourraient être très intéressées à l'idée d'avoir Marcus Stroman dans leur équipe pour un peu stabiliser tout ça. Les 2 autres joueurs, c'est les lanceurs des White Sox, Dylan Cease, Lucas Giolito. Ça fait plusieurs années qu'on les dit sur le départ, mais on arrive à un moment où ils vont devoir partir. Là, ils arrivent en fin de contrat aussi. C'est des noms qui sont très attrayants pour tout prétendant au titre, qui recherche un lanceur titulaire solide, tout simplement. Hein. Même si Dylan Cease semble en difficulté cette année, il reste, comment dire, un finaliste du Cy Young, 2e l'année dernière, hein. Mais avec ses 4,18 d'ERA, un nombre comment dire, il se fait énormément frapper, hein. Son nombre de frappes par 9 innings a augmenté de 6,2 en 2022 à 8,3 cette année. Ça veut dire qu'il se fait frapper pratiquement sur un match. S'il fait un match complet en 109 manches, il se fait frapper 2 hits de plus. Ça peut sembler peu, hein, mais c'est quand même un truc, c'est quand même des gros chiffres.
Il a besoin de se relancer. Clairement, il a besoin de se relancer. Son IRA, voilà, qui passe de 2,20 à 4,18, c'est une énorme augmentation. Les Reds, les Cincinnati Reds semblent intéressés par le lanceur. À voir le push qu'ils vont faire sur lui ou pas. On verra bien ce qu'il en est. L'autre lanceur, c'est Lucas Giolito. C'est lui, il fait tout l'inverse de Dylan Cease. Il a 29 ans, il est en train de faire une super saison. Il baisse voilà, de pratiquement... non, même il baisse de 1,5 points. Son IRA, un 4,90 à 3,45, c'est un super boulot qu'il est en train de faire. Il s'est moins frappé, il donne moins de bébés, enfin, tout s'améliore en fait pour Lucas Giolito, et vraiment, il est en train d'attirer beaucoup d'intérêt de la part de nombreuses équipes. On parle des Dodgers, on parle des Rangers, on parle des Reds, qui seraient prêts à avoir un lanceur comme lui, solide, pour vraiment compléter leur rotation et tenter potentiellement un push pour le titre. Ces 3 joueurs, voilà, c'est à mes yeux les 3 joueurs clés, mais il y en a 2 autres en tout cas qui, je pense, doivent être, on doit en discuter un peu. C'est Nolan Arenado et Paul Goldschmidt, le 3e base et le 1er base des Cardinals. Quand les Cardinals vont rien jouer cette année, on n'a pas trop d'infos sur la part on sait pas trop si leur équipe va vendre ou s'il va les vendre eux. On sait que leur équipe va vendre, mais on sait pas s'il va les vendre eux. Le contrat d'Arenado, il est long, hein, il va jusqu'en 2027, donc pour potentiellement pas sûr qu'il soit trade, même si on sait jamais, hein, tout est possible. Par contre, quand on sait que le contrat de Paul Goldschmidt il finit en 2024, c'est-à-dire dans 1 an et demi, c'est possible que le MVP de l'an passé, il fasse ses bagages vers d'autres terres plus riches en possibilités de titres, tout simplement. Hein. Parce que les Cardinals, s'ils gagnent pas cette année, ils sont pas sûrs de gagner l'année prochaine. Est-ce que ça vaut le coup de le garder? Est-ce qu'il vaut pas mieux repartir à zéro et aller chercher des super assets contre Paul Goldschmidt dans des équipes prétendantes au titre? Ça vaut sans doute le coup, je pense, et j'espère que les Cardinals vont faire ce choix-là. Même si c'est encore assez flou dans l'ensemble. Et on verra bien on verra bien comment ça avance. J'ai choisi 7 prétendants au titre. J'ai choisi 7 prétendants au titre de manière très random. Les premiers, les Tampa Bay Rays. Ce qu'il y a besoin de les présenter, c'est peut-être la meilleure équipe de la ligue depuis le début de l'année. Ils sont solides, tout simplement. Ils ont pas tant de besoin que ça. Ils ont une équipe hyper complète sur le papier. Hein. L'un des meilleurs IRA de la ligue, enfin, même si c'est pas le meilleur, avec un IRA global de 3,70, ce qui est quand même solide. Mais l'objectif de cette deadline, ça va être d'aller chercher un peu cette profondeur de rotation, parce que oui, ils ont 3 lanceurs hyper dominants, mais derrière, on n'est pas forcément sur des lanceurs exceptionnels non plus. Alors, j'allais chercher peut-être un peu de cette profondeur de rotation et du bullpen, toujours. C'est toujours les mêmes problèmes. Aller chercher ce 5e homme, ils ont un rookie, 4e lanceur, mais ce 5e homme là pour vraiment cadrer cette rotation, ça peut être Shohei, ça peut être aller chercher Shohei Ohtani, et là, personnellement, je m'incline, hein, je pense que les Rays seraient... je vois pas un monde où les Rays gagneraient pas la ligue à ce moment-là. L'autre équipe que je donne favorite, entre guillemets, pour le titre, et que je vois vraiment être capable d'aller chercher le titre s'ils se débrouillent bien, c'est les Texas Rangers. Les Texas Rangers qui vraiment cette année, avec le recrutement de Jacob deGrom, ont vraiment réussi à passer un cap, je pense. Ils ont pas mal de rookies qui sont sortis aussi, hein, Jesse Young, etc., qui vraiment ressortent. Le gros problème, c'est leur lanceur. Ils ont le 7e pire IRA de la ligue. Il y a un constat qui est clair, là. Et l'heure, va falloir aller trade du pitcher, clairement. Ils ont déjà commencé un peu. Ils sont allés chercher Aroldis Chapman du côté des Kansas City Royals, qui le mettent déjà en closer. Ils viennent déjà de s'assurer une place de closer, un super releveur, hein, l'un des tout meilleurs releveurs de la ligue. C'est déjà bien, et à part 3 starters qui sont vraiment décents en vrai, décents sans être trop plus, le reste il fait peine à voir en fait. Il faut s'attendre à des moves, je pense, sur des bons starters,
Pourquoi pas du côté des White Sox, hein, comme on en a parlé, hein, Giolito, Dylan Cease, aussi Lance Lynn qui est à vendre du côté des White Sox, qui sont 3 lanceurs en fait, qui sont solides, qui peuvent leur apporter un peu cette solidité et du bon lancer tous les jours, c'est-à-dire ne pas dépendre de ah ouais, c'est ce lanceur qui va commencer la game aujourd'hui, alors on va peut-être pas gagner du coup. Il va falloir aller chercher ça et je pense que ça serait déjà une bonne manière de renforcer la rotation. Leur bullpen est correct et vraiment a l'air solide. Mais le problème pour moi il vient surtout de la rotation et bon, toujours un peu de bullpen il en faut. Les Baltimore Orioles, c'est la 3e équipe, ils sortent enfin la tête, ils sont enfin dans une position d'être acheteurs, enfin dans une position de jouer le titre. Tous leurs jeunes joueurs commencent à éclore cette année et vraiment ils sont extraordinaires en termes de niveau, c'est vraiment une équipe qui est agréable à avoir joué. Et en plus, ils ont un avantage, c'est que leur farm system, leurs jeunes, ils ont tellement de prospects qui peuvent se permettre d'acheter en fait. Ils peuvent se permettre d'être super acheteurs. Moi, je pense qu'il y a un truc sur lequel ils doivent acheter, c'est des vétérans. Leur effectif est très jeune. Ils ont besoin d'expérience dans l'équipe, surtout au moment où vont arriver les playoffs. Pour encadrer un peu ces jeunes, pour leur redonner confiance, et aussi pour être là dans les moments clutch où il y a besoin d'un joueur qui a de l'expérience, qui a les nerfs pour tenir, qui connaît comment dire qui sait ce qu'il faut faire dans les moments importants, dans les moments qui comptent, si on veut. Ça me semble évident, que ça soit sur la batte, sur le monticule, ils ont besoin de ces joueurs d'expérience qui peuvent, qui peuvent diriger un peu ces jeunes, les encadrer et vraiment faire de cette équipe une équipe super solide, capable de jouer le titre directement. C'est pour ça d'ailleurs que je les mets dans les prétendants au titre. La dernière équipe de l'American League, c'est les Toronto Blue Jays. Je vais dire un truc, on va me prendre pour un fan, mais je trouve que c'est difficile de trouver une manière de les améliorer, ces Blue Jays. Avec le retour en forme, enfin en tout cas ça en a l'air, de Alek Manoah, qui était leur ace au début de l'année, en fait ils retrouvent une rotation qui est complète et solide. Tous leurs starters sont très solides, en dessous de 4 DRA, à part Manoah, mais Manoah est en train de revenir doucement, et franchement je vois beaucoup de positifs. Et si on prend leur bullpen, en fait ils ont un bullpen solide avec des noms expérimentés, Eric Swanson, Adam Simber, Tim Mesa, c'est des joueurs qui sont très expérimentés, qui sont capables d'assurer leurs innings. Le retour de blessure du coréen Hyunjin Ryu Hyunjin, qui était lanceur l'un des Lays de Toronto pendant un certain temps, qui va pouvoir venir compléter avec son retour de blessure avec une rotation potentiellement long releveur s'il y a vraiment besoin et s'il y a vraiment un lanceur qui arrive pas, voire peut-être une rotation à 6, on verra. Si on prend tout ça, en fait, il n'y a pas trop de problème au niveau des lanceurs. Si on arrive du côté de la batte, ils ont une bonne répartition entre la batte droitière et les battes gauchères. C'est-à-dire qu'ils ont assez de droitiers, assez de gauchers. Ils n'ont pas forcément besoin d'aller chercher une batte en particulier. Le changement qui doit être nécessaire au sein de l'effectif, même, c'est faut retrouver une dynamique nécessaire. Il faut trouver cette régularité au bâton. Et c'est ça le problème. Le problème des Blue Jays, c'est pas l'attaque, c'est pas la défense, pardon, c'est pas le lanceur, c'est pas la défense. Le problème, c'est l'attaque. Ils ne mettent pas assez de runs. Pour une équipe qui a toujours été extraordinaire offensivement, surtout ces dernières années avec un effectif très similaire, ça pose problème. Et c'est vraiment le souci qu'ont les Toronto Blue Jays, je pense, cette année. Et pour moi, la trade deadline, ça doit pas forcément être ils vont pas forcément, je pense, bouger énormément. Par contre, il va falloir qu'ils trouvent une certaine forme de régularité. Les Houston Astros, pareil que les Blue Jays. En fait, ils n'ont pas vraiment besoin d'acheter plus que ça en fait. Avec les retours de blessures très prochains d'Altuve, de José Altuve, d'Alvarez, de José Urquidy, en fait, ils ont peut-être fait un début de saison un peu en dents de scie, mais ils vont très très vite revenir en forme avec tous ces joueurs-là, un effectif complet. Ce qu'on peut leur recommander, c'est des joueurs en bonne santé, et quand on va arriver au niveau des playoffs, pour moi ils font déjà partie, voire si ce n'est pas les favoris pour déjà un back-to-back. Pour le back-to-back, parce que en fait ils vont avoir une équipe toujours aussi solide, toujours aussi bonne. Les Braves, en fait c'est pareil. C'est pour moi les Blue Jays, les Astros et les Braves sont dans la même situation. Ils sont exactement dans la même situation, leur roster il est complet.
Le seul truc que pour aller chercher entre guillemets un peu les Braves, c'est pour s'assurer, assurer comment dire que parce que sont certains lanceurs, on sait pas s'ils vont tenir la durée. C'est peut-être aller chercher un starter de plus pour une rotation à 6 ou pour une rotation à 5 avec un releveur long et potentiellement passer à une rotation à 6 en playoff avec plus de profondeur dans cette rotation et dans cet effectif. C'est surtout pour aller prévenir un peu une potentielle fatigue en septembre. Et avoir plus de choix au moment tout simplement des playoffs. Ça va vraiment être ça. Et enfin, on passe à la dernière équipe. C'est les Los Angeles Dodgers. Comment expliquer? Pour moi, chaque année, ils seront favoris au titre. Ils ont les moyens, ils ont l'équipe, les joueurs, l'effectif. Mais ils ont fait un début de saison, franchement, ils ont de grandes difficultés. Ils ont vraiment de grandes difficultés. Quand on galère face aux Diamondbacks avec l'équipe qu'on a, franchement, c'est problématique. Et c'est surtout à des postes clés, quoi. Face aux lanceurs gauchers, ils galèrent. Dans les matchs face aux lanceurs gauchers, ils galèrent. Il leur manque une batte droitière, en fait. Il leur manque vraiment un droitier à la batte qui puisse réussir à affronter qui puisse affronter, comment dire, ces lanceurs gauchers et leur faire du mal. Parce que là, quand on va arriver en playoff, mais ça, à partir des playoffs ou même avant, hein, vers la fin de l'année, ils ont une cible dans le dos. On sait que face aux lanceurs gauchers, ils n'y arrivent pas. Donc on va mettre des lanceurs gauchers face à eux. Tout simplement. En prime, franchement, ils vont avoir peut-être même besoin d'un ou deux starters. Plus des releveurs. Fiables. Parce qu'en termes en termes de, comment dire, de lancer, c'est compliqué. Ils ont leurs gros lanceurs, Kershaw, May et je sais plus comment, Gonsolin, voilà, qui sont trois super starters, mais dans le reste, c'est peut-être Urias aussi, et encore, je crois qu'il était blessé. Et encore, à part ça, derrière, il n'y a plus rien. Et c'est compliqué en fait. C'est compliqué et ça leur permet pas pour l'instant de. Là, ils viennent de reprendre la tête de la division ouest de la National League. Mais personnellement, moi je trouve que leur début de saison il est inquiétant au mieux et je m'attends à une grosse deadline pour aller récupérer. Bah, comme on l'avait dit, hein, pourquoi pas un Dylan Cease, enfin des bons joueurs pour pouvoir essayer d'être, on va dire, compétitif sur la fin de la saison. Ah. Bon, j'espère que vous avez apprécié le point sur la MLB, sur la trade deadline. J'espère que c'est plus clair pour la plupart d'entre vous. Entre guillemets, on y reviendra. De toute façon, la trade deadline, il risque d'y avoir une fois par semaine sur tous nos RBI. On va en parler un tout petit peu. Moins que là, l'idée c'était vraiment de faire une preview de ce qui va se passer. Je vous ferai un petit rappel d'actualité à chaque fois pour les prochains. Et on verra bien ce que ça donne. On va parler un peu de baseball français. Même bien parler de baseball français parce que ce week-end c'est fini donc le All-Star Game. Le fameux match des étoiles qui se passait à Metz, sur le terrain des Metz Comets. Un All-Star Game qui, bon, j'ai pas pu m'y rendre, à mon grand dame. J'aurais bien voulu y aller, ça aurait pu être marrant. Heureusement, j'avais des empêchements qui me permettaient pas d'y aller. Il n'y avait pas de match donc de première division, hein, mais c'est cet événement très sympa qui a vu s'affronter la Team France et la Team Monde. Et qui a vu sacré MVP Monsieur Léo Gimignan, qui est champ extérieur pour les Savigny, les Lions de Savigny, avec un gros double qui scelle la victoire 5-3 de la Team France. On peut aussi nommer, c'était un peu le week-end des Lions, hein, des Lions de Savigny, comment dire, ce week-end. Quand on sait que, ouais, dans ce même match, l'excellente performance d'un autre Lion, hein, c'est Ivan Acuna, qui bat, en plus d'avoir gagné, hein, parce que, faut pas l'oublier, hein, il a gagné le home run derby juste après, mais en plein milieu du match, c'est le seul mec à mettre des points pour la Team Monde avec un énorme home run à 3 points dès la première manche. Ce qui est super de sa part, et ouais, c'est très content que l'équipe de Savigny vraiment ouais, se lâche et vraiment que les joueurs de Savigny brillent un peu dans ce All-Star Game, et j'espère que ça va leur donner la confiance, pourquoi pas, pour la deuxième partie de saison. Ouais, surtout qu'on on va voir après, hein, mais je vais vous expliquer que là, on est sur les 2 dernières, sans doute, journées, entre guillemets, les 2 derniers week-ends de compétition de saison régulière, et les courses aux playoffs sont très serrées. Je vous donnerai un petit peu, comment dire,
une explication un peu plus en détail des différents scénarios qui pourraient se passer. On peut parler au-dessus de ce All-Star Game, on a pu également apprécier de voir le néo-drafté, le nouveau drafté en NBA, en NBA, pardon, en MLB, Mathias Lacombe. Mathias Lacombe, pensionnaire du Stade Toulousain, hein, qui a été choisi au 12e tour de la draft par les White Sox, les Chicago White Sox, qui devient seulement le deuxième Français drafté en MLB. Après, en 2007, il me semble, c'est Joris Bert, si je me souviens bien. Et ouais, donc c'est toujours sympa de le voir. C'est peut-être la dernière fois qu'on le voit avant peut-être on sait pas, hein, peut-être qu'il va avoir une super carrière en MLB, je lui souhaite. Ou alors peut-être qu'on le reverra plus tard, mais on lui souhaite une bonne chance aux États-Unis. Voilà, dans l'ensemble, un super événement à l'All-Star Game, c'est cool. On peut remercier les Comets aussi, les Comets, l'équipe de Mets qui a accueilli sur l'All-Star Game, un moment vraiment revigorant au milieu d'une saison pour célébrer le sport qu'on aime tant et voilà, c'est toujours sympa. Bon, on va passer au mode sérieux, la fin de championnat. C'est simple, la fin de championnat, c'est un bordel. On va passer d'abord au groupe A. On va expliquer un peu le groupe A. Il reste 2 ou 4 matchs pour toutes les équipes. Il y a 24 matchs par saison pour les équipes, comme vous le voyez sur le classement ici. La plupart des équipes sont soit à 20 matchs, soit à 22 matchs. Ça dépend comment la saison s'est passée. Donc il reste à peu près 2 ou 4 matchs pour toutes les équipes de la ligue. On va faire le point un peu, on va commencer sur le groupe A. Bon, un petit message pour les 3 équipes pour qui c'est déjà fini, hein, qui joueront les playdowns pour Nice, le PUC et Metz. Metz n'a pas démérité il n'a pas démérité, hein, quand même 4 victoires. Voilà, ils se sont battus avec les armes qu'ils avaient et des fois pour avoir vu certaines de leurs matchs, pour avoir vu certains de leurs matchs, ils se sont vraiment bien battus du début à la fin à chaque fois et pour une équipe qui est pas forcément la meilleure équipe sur le papier, avoir ce courage et j'espère qu'ils vont réussir à se maintenir et enfin je pense qu'ils vont réussir à se maintenir et on espère les voir l'année prochaine. Et les 2 autres équipes sur lesquelles rien n'est moins sûr, c'est Nice et le PUC Paris, qui est vraiment une des saisons compliquées. Et, enfin voilà, Nice n'a pas réussi à gagner un match. Le PUC en a gagné un petit sur 19, ça fait mal de voir ça et bon, forcément c'est pas agréable. Et on leur souhaite bonne chance pour les playdowns. Dans le groupe A, donc le groupe du Stade Toulousain, de Montigny, de Rouen, de La Rochelle et du PUC. Comment expliquer? La course au playoff, elle fait rage. Mais quand on dit qu'elle fait rage, elle fait vraiment rage. Les Cougars et le Stade Toulousain, ils sont en tête. 14 victoires chacun. 14-6 pour le Stade Toulousain, 14-8 pour les Cougars de Montigny. Talonnés de très près par Rouen et La Rochelle. Avec 11 victoires et 12 victoires. 11-9 pour Rouen, 12-10 pour La Rochelle. Là, c'est simple. On arrive. Tout peut se jouer sur les 2 dernières confrontations. Toulouse-La Rochelle et Rouen-Toulouse la semaine suivante. Voilà. Toulouse, c'est simple, ils ont une mission, hein, faut remporter 2 matchs sur 4 pour assurer les playoffs. Donc s'ils arrivent à partager sur les 2 games, en fait, c'est gagné. Pour ça, voilà, ça va être Toulouse a vraiment tout en main. Et en vrai, même s'il y a un faux pas d'une équipe comme Rouen ou La Rochelle, si La Rochelle ou Rouen font un faux pas, en fait, ils vont se qualifier, ils ont besoin que d'une game à gagner. Donc ouais, Toulouse a vraiment tout en main pour y arriver. Je pense que Toulouse est presque assuré d'être en playoff actuellement. On verra ce week-end ce que ça donne. Montigny semble déjà qualifié. 14 victoires, 22. Leur prochain match, c'est le PUC. Leur prochain match, c'est le PUC. Pour moi, Montigny, ils ont déjà assuré leur place en playoff. Voilà, le PUC, c'est compliqué. Ils vont pouvoir tranquillement aller jouer le PUC sur leurs 2 derniers. C'est leur double confrontation. Hein. C'est pas ce week-end, c'est le 29-30 juillet, le week-end du 29-30 juillet. Ils vont aller tranquillement jouer le PUC et espérer gagner ça. La question derrière, c'est La Rochelle et Rouen. La Rochelle, ça semble compliqué. Parce qu'il faut compter sur les faux pas de Rouen et de Toulouse, tous en gagnant les 2 matchs face à Toulouse, en gros.
Il faut qu'ils gagnent les 2 matchs face à Toulouse pour avoir 14-10 et il faut prier pour que Rouen ne gagne pas en gros, ne prenne pas en gros de match à Toulouse, en sachant que Rouen affronte aussi le PUC. Donc en gros, le Rouen, si on peut le dire, ils sont à peu près déjà en 13-9 si on veut. C'est-à-dire qu'en gros, La Rochelle doit battre Toulouse, est en 14-10, et prier pour que que Rouen ne gagne pas une game face à Toulouse, en gros. Le problème, c'est que si Rouen ne gagne pas une game face à Toulouse, La Rochelle a des chances de ne pas passer non plus. Voilà, c'est un peu compliqué, ça va être compliqué pour La Rochelle. Pour Rouen, ils sont en meilleure position, mais voilà, encore une fois, Rouen face à Toulouse, ça risque d'être le match qui va décider qui ira en play-off, tout simplement. Qui ira en play-off, ça va être sans doute ce match Rouen-Toulouse qui va le décider. Ça sera au Husky Stadium à Rouen, le 29 et 30 juillet, c'est un peu ça, je pense, qui va décider qui va nous donner qui va nous donner un peu des réponses dans ce groupe A et savoir est-ce que Rouen, multiple champion champion de France en titre, ça va faire 8 ou 9 d'affilée qui gagnent, voire plus, hein, je suis même pas sûr du chiffre. Est-ce qu'ils vont rater les playoffs pour la première fois depuis très longtemps? Ce qui causerait la fin d'une ère, hein, quand on sait la Coupe d'Europe catastrophique qu'ils ont fait, plus un championnat de France compliqué, ça fait mal, je pense. Dans le groupe B, c'est pas moins tendu en fait. Dans le groupe B, c'est pas moins tendu. La course au playoff, elle se fait entre Savigny et Sénart, et elle fait rage. Sénart n'a plus que 2 matchs, Savigny en a 4. Mais Savigny, Montpellier. On va commencer d'ailleurs par Montpellier. Montpellier, c'est simple. Ils ont encore 2 doubles confrontations. Une face à Nice, c'est simple. S'ils gagnent leurs 2 matchs face à Nice, sachant que Nice n'a pas gagné un match cette saison, ils sont qualifiés. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher très loin, ils seront qualifiés. Leur deuxième rencontre, c'est face à Savigny. Voilà. Donc on a deux grosses équipes. Savigny peut tout faire changer. Vraiment, Savigny a son destin entre les mains. Leurs 2 dernières rencontres, c'est Sénart, Montpellier. Leur dernière rencontre, c'est soit Sénart-Montpellier. C'est simple, il faut qu'ils gagnent 2-0 face à Sénart. Il faut qu'ils 2-0 Sénart. En sachant qu'ils sont en 1 victoire, 3 défaites face à eux cette saison. Il faut qu'ils aillent à Sénart ce week-end, donc le 22-23 juillet. Et je vous conseille vraiment d'aller voir ce match. C'est le 23 juillet à Sénart de 11h à 14h. À 11h et à 14h. Car c'est vraiment le match qui va décider du groupe B. C'est simple, ils doivent gagner. Faut qu'ils réussissent à battre Montpellier. Peut-être partager avec Montpellier, histoire de s'assurer le tout, mais l'objectif vraiment de Savigny, c'est il faut battre Sénart. Il faut sortir Sénart. Surtout quand on sait qu'il y a un petit derby, certaine rivalité entre ces deux équipes. C'est vraiment... il va y avoir vraiment, comment dire, ce côté revanche et volonté de gagner l'autre. Qui va vraiment... Franchement, je vous conseille d'aller nombreux voir ces matchs, parce que vraiment, le Sénart Savigny et le Rouen Stade Toulousain vont être sans doute des bangers et des matchs à très 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 grands enjeux. Je pourrais malheureusement pas les couvrir parce que je serai en vacances à ce moment-là, mais vous pouvez être sûr que, car la semaine prochaine je ne pourrai pas faire de RBI, mais il y en aura un dans 2 semaines. Et on couvrira un peu finalement la fin de ce championnat et on fera un peu une petite preview des playoffs. Et je suis vraiment pressé parce que franchement cette fin de championnat et ce championnat a été passionnant tout le long de l'année. En ce moment, ce championnat de France a été passionnant tout le long de l'année. Passons à la rubrique internationale. Ouais, on va couvrir la NPB, la ligue japonaise. On sort de l'Interleague et du All-Star Game. Les leaders, c'est les Hanshin Tigers et les Oryx Buffaloes, qui sont en tête de leur ligue respective. On va se concentrer un peu sur la Pacific League, parce que j'avais envie vraiment de montrer 2-3 trucs sympas. La Pacific League notamment, qui sont dominés, hein, quand on regarde au classement, par les Oryx Buffaloes de Yoshinobu Yamamoto et les Shiba Lotte Marines de Roki Sasaki. C'est simple, ces 2 joueurs, c'est les meilleurs lanceurs de leur génération. Et sans doute 2 futurs joueurs MLB, et surtout sans doute 2 futurs aces en MLB, hein, ce sont des lanceurs extraordinaires. Je vous laisse voir leurs stats, hein, tout simplement. Hein. Ils sont jeunes, hein, Roki Sasaki a 21 ans, Yamamoto en a 24. Yamamoto devrait pas tarder à arriver en MLB, Sasaki, ça sera sans doute pas avant 2026, 2027.
1,48 d'ERA, 1,74 d'ERA, 121 strikeouts, 110 strikeouts en 80 games, 78 pour les lotés. Enfin, et encore, c'est pas 80 games, eux ils en ont fait moins, j'ai pas leur nombre de games là sous les yeux, mais c'est des monstres. Ce sont des extraterrestres, tout simplement, et quand on voit leur niveau, c'est ça qui a 21 ans, quoi. Un 48 d'IRA, il risque de gagner le trophée Eijun Sawamura, qui est l'équivalent du Cy Young, du trophée en gros, c'est le trophée du meilleur lanceur au Japon. Une nouvelle fois, il va sans doute le gagner une nouvelle fois, tellement il est dominant. Quand on a un 48 d'IRA, c'est extraordinaire. Yamamoto est pas mieux. C'est-à-dire que c'est vraiment deux. Ils sont déjà à leur âge des légendes du baseball nippon, si on veut. Et on n'attend plus qu'une chose, c'est de les voir en MLB et de les voir défoncer la MLB à grands coups de, à grands coups de fastball à 102 miles par heure et de slider à 97. C'est de splitter à 99 même de la part de Sasaki. On en est à ce niveau-là, quoi. On va en reparler, forcément, de ces phénomènes-là, et je suis vraiment pressé, ouais. On n'a pas grand-chose à couvrir sur la ligue japonaise, c'est compliqué d'avoir beaucoup d'informations dessus, si on regarde pas, et moi j'ai pas forcément les moyens de la regarder tout le temps. Et voilà, c'est toujours sympa, et j'espère qu'on va pouvoir suivre ces deux monstres-là. Un petit point aussi, ouais, un petit point en aparté, ouais, le MVP en titre aussi, vainqueur de la triple couronne, meilleur, je crois que c'est meilleur average, plus de hits et plus de home run, c'est Munetaka Murakami, qui pareil est jeune et qui devrait potentiellement aller en MLB dans peu de temps, qui est cette année un peu en difficulté, son average a baissé, son OPS a baissé, enfin tout a grandement baissé, son équipe est en grande difficulté. Et bah, son équipe qui est. Je sais plus c'est lesquels son équipe. Je crois que c'est les Seibu Lions. Enfin, ça veut dire qu'il est avant-dernier de la ligue, quoi. C'est compliqué. Mais voilà, c'est un peu pour présenter cette ligue japonaise et ces trois joueurs vraiment plein de promesses. Et, on en reparlera sans doute dans différents épisodes. On passe à la KBO, la ligue coréenne. Ça va être la seule autre ligue, parce que c'est la seule ligue que je connais. La KBO qui commence à vraiment continue sa saison avec son ambiance toujours légendaire. C'est une saison qui est dominée par deux équipes de Séoul d'ailleurs. Les LG Twins qui dominent vraiment tout ça. Et l'autre équipe qui joue dans le même stade qu'eux, c'est-à-dire les Doosan Bears, sont troisième. On le voit en 42-36, 6,5 games derrière. Voilà, c'est Doosan Bears si cher à mon très bon ami Sang-Hoo, qui est joueur en Corée, en université en Corée. Et ces deux équipes qui sont domiciliées au Jamsil Stadium sont en train de, voilà, premier et troisième de la ligue, sont très dominantes. Et c'est pas mieux, parce que les tenants du titre, les Shinsegae Landers, qui sont l'équipe deuxième, 46-32, sont les tenants du titre, sont à Incheon, donc littéralement en banlieue de Séoul. Séoul surdomine cette année de KBO. Ce qui rend vraiment le truc très intéressant. Il y a eu beaucoup de changements en classement. Quand on regarde, c'est assez proche. La course au playoff fait rage. Il n'y a que 6 équipes qui sont qualifiées en playoff. Et il y a surtout 6 équipes qui se tiennent en seulement 4 games de différence entre la 4ème et la 9ème place. Ouais, c'est ça, entre la 4ème et la 9ème place. Ils se tiennent en 4 games. C'est simple, ils se tiennent en 4 games et pour seulement 3 spots. Ce qui fait que ouais, ça rend les choses tout en plus intéressantes et la ligue est très serrée en ce moment. Que ce soit les Dinos, les Giants, les Tigers, les Wiz, les Eagles et les Heroes se tiennent vraiment en très peu de games. Les Heroes d'ailleurs finalistes en titre avec leurs deux énormes joueurs dont on va parler aujourd'hui. Leur lanceur Han Woo-jin qui est depuis sa draft en 2018, c'est simple, il a fait que progresser. Il a fait que ça progresser, 2,44 d'IRA cette année encore. Quatrième meilleur lanceur de la ligue en termes d'ERA, derrière les indétrônables Adam Plutko et Eric Fede, qui dominent la ligue, c'est un joueur MLB forcément. Mon pari sur lui, c'est que à la fin de son contrat, je pense il a un futur en MLB. Je pense, dans une petite fin de rotation
d'une bonne équipe, une équipe qui joue pas forcément le titre, mais je pense qu'Anwudjin, il a vraiment de quoi être un joueur MLB, c'est un super lanceur. Il lance fort, il lance bien, il spot. C'est vraiment un bon lanceur, je pense qu'il a un petit futur en MLB. L'autre joueur dont on a parlé beaucoup plus, qui devrait d'ailleurs rejoindre la MLB dès 2024. Dès 2024, il devrait la rejoindre. C'est Lee Jong-ho. Lee Jong-ho qui est littéralement, malgré une petite baisse cette année dans ses stats, faut pas y faire, c'est le MVP en titre. Top de la ligue en termes d'average et d'OPS, pour changer. C'est un joueur qui est exceptionnel. Oui, c'est aussi lui qui a le plus de home run pendant le World Baseball Classic. Ça, c'est une petite stat en aparté qui est sympa aussi à avoir. C'est vraiment un super frappeur. Il est déjà annoncé un peu dans pas mal d'équipes. Il fait déjà partie des joueurs qui vont s'arracher au moment de la free agency quand il va pouvoir signer dans une équipe MLB. Et je suis vraiment pressé de savoir où est-ce qu'il va finir. Je pense que Han Woo-jin et Lee Jong-ho, ces deux-là, c'est simple, c'est le futur du baseball coréen sur la scène mondiale. Et franchement, en MLB, je suis pressé de les voir à l'œuvre, voir ce qu'ils sont capables d'apporter à une équipe. Petit big up pour mes Samsung Lions, savoir que je suis fan des Samsung Lions depuis un certain temps, et petit big up, ils sont en 31-49, pratiquement 20 games de retard sur les premiers. On est ensemble les gars, hein, on est ensemble les gars, c'est compliqué cette année, enfin c'était déjà compliqué l'année dernière, mais c'est bien compliqué cette année encore. On arrive vers la fin de l'émission, je vous laisse avec un petit débat, et on verra ça sera... Bon, il n'y a pas beaucoup de viewers en live, donc on pourra pas faire de débat en live, mais j'espère qu'on pourra faire j'espère que vous pourrez avoir un petit débat dans les commentaires. On verra les commentaires qui ressortent sur ce débat. N'hésitez pas à commenter votre opinion sur la question. Je vous pose la question suivante. Le Japon est-il déjà le pays formant les meilleurs joueurs du monde? On a l'impression que chaque année, en fait, les meilleurs joueurs qui vont arriver en MLB ou les meilleurs joueurs qui sortent, qui éclosent en MLB, c'est des joueurs asiatiques, c'est des joueurs notamment venant, et principalement venant, je pense, du Japon. Les Shohei Ohtani, on a parlé un peu plus tôt dans la vidéo de Roki Sasaki et de Yoshinobu Yamamoto, même avec Murakami. On a vu Masataka Yoshida cette année avec les Boston Red Sox, qui est vraiment extraordinaire. Yu Darvish, ça fait quelques années déjà qu'il domine. Vraiment, on voit de plus en plus de joueurs japonais arriver en MLB et vraiment faire du bon travail, hein, Kodai Senga, Suzuki, etc. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant et j'espère que... N'hésitez pas à aller dans les commentaires pour pouvoir parler de tout ça. Bon, sur ce, ça serait la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines émissions si ça vous a intéressé, si vous avez aimé. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour répondre au débat, ou même si vous voulez me proposer certaines formes d'amélioration. N'oubliez pas que cette émission elle sera enregistrée toutes les semaines en live, sauf la semaine prochaine, car je ne suis pas là. Mais vous pourrez la retrouver dès le lendemain de l'enregistrement, normalement, sur la chaîne YouTube d'Alucorde, où elle sera postée bien évidemment demain. N'hésitez pas forcément à partager si ça vous a plu, et si vous connaissez des gens qui aiment le baseball et si cette émission pourrait les intéresser, ou même des gens qui voudraient découvrir, ou des gens qui n'y connaissent rien, ça peut toujours être sympa, et j'espère que vous avez passé un moment, et je vous dis à la semaine prochaine.